Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va plonger dans des documents assez fascinants, je dois dire, qui nous emmènent un peu dans les coulisses de la diplomatie. Oui, un monde qu'on imagine souvent très feutré, n'est-ce pas? Mhm. Très codifié. Exactement, avec des règles bien précises, comme la fameuse Convention de Vienne. Des règles qui sont là, en théorie, pour faciliter les relations entre États, pour assurer que la communication passe bien. Tout à fait. Mais ce qui est vraiment frappant avec les sources qu'on a reçues cette fois, c'est le grand écart. On a d'un côté le cadre juridique, très officiel, très carré, Mhm. et de l'autre, une lecture complètement différente. Une lecture qui lie ces mêmes règles à des forces cachées, une influence presque occulte. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors, pour être plus précise, on a sous les yeux des extraits de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, celle de 1961. On a aussi des textes de loi suisses, français, sur les privilèges douaniers, ce genre de choses. Le côté très concret, très administratif. Voilà. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a des écrits de David Icke sur David Icke. Il est connu pour sa théorie des reptiliens, on va y revenir, Ah oui. et aussi des articles qui analysent ou qui relaient ses idées. Et parfois qui les connectent très directement à des outils diplomatiques très précis, comme la valise diplomatique. Un mélange pour le moins étonnant. Détonnant, oui. Tout à fait. Alors, notre objectif aujourd'hui, il faut être clair là-dessus, c'est d'explorer ces deux visions, ces deux perspectives qui s'opposent radicalement. Oui, Et on va le faire en se basant uniquement sur ce que disent les documents qu'on a sous les yeux. Le but, c'est de comprendre comment un même ensemble de faits, ici les règles diplomatiques, peut être interprété de manière aussi divergente. c'est ça. Comprendre les interprétations. Exactement. Et il faut vraiment insister, on va exposer les idées qui sont dans ces sources, de façon neutre, impartiale. On ne cautionne rien, on ne juge pas. Non, on rapporte. On rapporte, on analyse comment ces interprétations se construisent. C'est ça qui nous intéresse. Parfait. Bon, alors, commençons par le commencement. Le cadre officiel. La Convention de Vienne de 1961. Pourquoi on l'a créée, au juste? Le préambule nous donne la ligne directrice. Elle s'inscrit dans les buts et principes de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire? L'égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, et puis le développement de relations amicales entre les nations. D'accord. C'est le grand cadre onusien, quoi. C'est ça. Et un point très important, comme vous le disiez, elle n'invente pas tout. Elle vient surtout mettre par écrit, codifier des règles qui existaient déjà depuis longtemps dans la pratique des États. Le fameux droit international coutumier. Des usages anciens reconnus. Exactement. Des règles basées sur une longue pratique, acceptées comme étant le droit. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette convention, sur les fonctions d'une mission diplomatique? C'est quoi leur job description, en quelque sorte? Alors, l'article 3 est assez clair là-dessus. Premièrement, représenter l'État qui envoie, l'État accréditant, auprès de l'État qui reçoit, l'État créditaire. Logique. Deuxièmement, protéger dans l'État accréditaire les intérêts de son propre pays et de ses ressortissants dans les limites admises par le droit international. Mhm. Troisièmement, négocier avec le gouvernement de l'État accréditaire. Quatrièmement, s'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution des événements dans l'État accréditaire et faire rapport à son gouvernement. Le côté renseignement légal, si on veut. Voilà. Et cinquièmement, promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre les deux États. Un programme assez chargé. Et comment on met ça en place concrètement? On ne peut pas juste débarquer et ouvrir une ambassade? Ah non, bien sûr que non. La Convention le dit bien, l'établissement de relations diplomatiques entre États et l'envoi de missions diplomatiques permanentes, ça se fait par consentement mutuel. Il faut que les deux soient d'accord. D'accord. Et pour nommer la personne qui va diriger la mission, le chef de mission, il faut obtenir l'accord préalable et formel de l'État qui va le recevoir. C'est ce qu'on appelle l'agrément. D'accord, une validation. Oui, l'État hôte peut refuser quelqu'un sans même avoir à donner de raison. Et au cœur de tout ça, il y a ces fameux privilèges et immunités. C'est souvent ça qui fait jaser. Pourquoi ils existent d'après la Convention? Alors, le préambule insiste beaucoup là-dessus. L'idée fondamentale, c'est que ces privilèges et immunités ne sont pas là pour le bénéfice personnel des diplomates. Ah non, on pourrait le croire parfois. Bah non, le texte dit clairement le contraire. Ils sont accordés pour assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États. C'est le but fonctionnel qui prime. Garantir qu'ils puissent faire leur travail sans entrave. Ok, c'est le principe clé, la fonction avant l'individu.
C'est le point de départ essentiel pour comprendre le système. Et alors concrètement, ça donne quoi ces privilèges? C'est quoi les plus importants? Il y en a plusieurs. D'abord, l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique. L'article 29 est très très clair. C'est-à-dire? Intouchable, presque. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État qui le reçoit, l'État accréditaire, doit le traiter avec le respect qui lui est dû. Et il doit prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité. Une protection très forte. Très forte, oui. Et puis il y a l'immunité de juridiction. Ça veut dire quoi exactement? Qu'un diplomate ne peut jamais être jugé par les tribunaux du pays où il est. Alors, c'est un peu plus nuancé que ça. Pour tout ce qui est pénal, l'immunité est absolue. Il ne peut pas être poursuivi ou jugé par les tribunaux locaux pour une infraction pénale, peu importe sa gravité. D'accord. Même pour des crimes graves. Même pour des crimes graves, oui, l'immunité pénale est totale. Par contre, pour ce qui est civil et administratif, l'immunité est la règle, mais il y a des exceptions importantes. Ah oui. Lesquels, par exemple? Par exemple, s'il y a une action en justice concernant un immeuble privé qu'il posséderait dans le pays d'accueil et qui n'est pas liée à sa fonction officielle. D'accord. Ou bien une affaire de succession où il serait impliqué à titre privé, comme héritier ou légataire, ou encore, et c'est important, s'il exerce dans le pays une activité professionnelle ou commerciale en dehors de ses fonctions officielles. Là, il peut être poursuivi pour cette activité-là. Ok, donc ce n'est pas une impunité totale en dehors de la fonction. Non. Et d'ailleurs, l'article 31 précise aussi qu'il n'est pas obligé de témoigner en justice. D'accord. Donc protection de la personne, immunité de juridiction et les lieux, l'ambassade, tout ça. Absolument. L'inviolabilité s'étend aussi aux locaux de la mission. L'article 22 dit que les agents de l'État accréditaires ne peuvent pas y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de mission. Il faut une invitation en gros. C'est ça. Et l'État hôte a même une obligation spéciale de prendre toutes les mesures pour protéger ses locaux contre toute intrusion, tout dommage, et pour empêcher qu'on trouble la paix de la mission ou qu'on porte atteinte à sa dignité. C'est une vraie bulle de protection. Oui, et ça couvre aussi la demeure privée de l'agent diplomatique. Elle jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. Pareil pour ses papiers, sa correspondance et sous réserve des exceptions civiles qu'on a vues, c'est bien. Et les archives, les documents aussi. Inviolable aussi, à tout moment et où qu'il se trouve. C'est l'article 24. Une protection très large pour tout ce qui touche à la mission et à ses agents. Sans oublier les exemptions fiscales et douanières, j'imagine, les sources en parlent. Oui, effectivement. La Convention prévoit des exemptions pour la mission et pour les agents diplomatiques, concernant la plupart des impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux. Ah, pas d'impôts locaux par exemple, hein? En principe, non, sauf pour certaines taxes indirectes, comme la TVA, ou des impôts sur des revenus privés qui auraient leur source dans l'État accréditaire ou sur des biens immeubles privés. D'accord. Et pour les douanes, les fameuses importations détaxées? Oui, l'article 36 prévoit que l'État accréditaire doit accorder l'entrée et l'exemption de tout droit de douane, taxes et autres redevances pour les objets destinés à l'usage officiel de la mission. Et pour l'usage personnel du diplomate? Pareil, pour les objets destinés à l'usage personnel de l'agent diplomatique et des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation. Les textes suisses donnent même des détails très pratiques là-dessus, avec des formulaires, le bureau de douane de Berne. Oui, ça montre comment la règle générale de la Convention est appliquée concrètement. Et ces textes suisses confirment aussi en point de l'article 36. Les bagages personnels du diplomate sont exemptés de visites douanières. Sauf si... Sauf s'il y a des motifs sérieux de croire qu'ils contiennent des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi du pays ou soumis au règlement de quarantaine. Mais même là, la visite ne peut se faire qu'en présence du diplomate ou de son représentant autorisé. D'accord, donc une forte présomption d'innocence. C'est ça. Et là, on arrive à un point qui est vraiment central, surtout quand on regarde l'autre partie de nos sources. La valise diplomatique? Exactement. La valise diplomatique. L'article 27 de la Convention est entièrement consacré à la liberté de communication de la mission. Et la valise en est l'outil physique principal. Qu'est-ce qui la rend si spéciale, cette valise immunisée? En quoi est-elle différente d'une valise normale? Son statut. Elle est absolument inviolable. L'article 27.3 dit très clairement « La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue ». C'est sans ambiguïté. Ni ouverte, ni retenue, d'accord. Et une des sources qu'on a, un article de Kern.info, précise quelque chose d'important à l'ère moderne. Cette inviolabilité signifie aussi qu'elle ne peut pas être soumise aux rayons X ou à d'autres formes de contrôle électronique. Ah oui, ça c'est crucial aujourd'hui. Tout à fait. Ensuite, son contenu.
Il est strictement limité. L'article 27.4 dit qu'elle ne peut contenir que des documents diplomatiques ou des objets destinés à un usage officiel. Donc pas question d'y mettre son shopping ou pire. Non. L'ordonnance suisse qu'on a dans le document le rappelle d'ailleurs explicitement. Interdiction d'y mettre autre chose, que ce soit des marchandises, des publications, ou bien sûr des armes, des munitions, des stupéfiants. Logique. Et comment on sait que c'est une valise diplomatique et pas juste une valise lambda? Elle doit porter des marques extérieures visibles qui indiquent clairement son caractère diplomatique. L'article 27.4 le précise. Et souvent, elle est aussi scellée avec un sceau officiel de l'État qui l'envoie. L'ordonnance suisse mentionne aussi ce sceau. D'accord. Marque visible, sceau. Et le transport. Qui peut la transporter? Alors, soit elle est transportée par un courrier diplomatique. C'est une personne désignée officiellement qui reçoit un document prouvant son statut. Et ce courrier, pendant sa mission, est protégé par l'inviolabilité personnelle et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. Le courrier est aussi protégé, donc. Oui. Soit la valise peut être confiée au commandant d'un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d'entrée autorisé. Ah, le pilote. Oui. Le commandant reçoit un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais attention, lui n'est pas considéré comme un courrier diplomatique. D'accord, il fait juste le transporteur. C'est ça. Et la mission peut alors envoyer un de ses membres prendre livraison de la valise directement et librement, des mains du commandant de l'aéronef. La source cairn.info mentionne d'ailleurs l'expression « valise Air France », qui était parfois utilisée dans ce contexte. D'accord, un système assez bien verrouillé pour assurer la confidentialité et la sécurité. C'est le but. Protéger la communication officielle de l'État. Mais toute cette protection, ces immunités, ça ne veut pas dire que les diplomates peuvent faire n'importe quoi quand même. La Convention prévoit des devoirs aussi, j'imagine. Ah oui, absolument. C'est l'autre face de la médaille. Et c'est crucial. L'article 41 est très clair. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui en bénéficient ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État accréditaire. Donc ils doivent respecter le code de la route, par exemple. Exactement. Ils ne sont peut-être pas poursuivibles pénalement s'ils commettent une infraction, mais ils ont le devoir de respecter la loi. Et l'article 41 ajoute quelque chose d'essentiel. Ils ont aussi le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État. Pas de politique intérieure, pas d'ingérence. C'est ça. Et l'article 42 ajoute qu'un agent diplomatique ne doit pas exercer dans l'État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel. Logique, puisqu'il est là pour une fonction officielle. Voilà, l'idée c'est vraiment que les privilèges sont strictement liés à l'exercice de la fonction diplomatique, ce n'est pas un statut personnel qui permettrait tout. Bon, et pour terminer sur ce cadre officiel, il faut peut-être souligner à quel point cette convention est quasi universelle, non? La liste des pays qui l'ont ratifiée, qu'on a dans les sources, elle est incroyablement longue. Oui, la liste de 2024 est impressionnante. Elle couvre la quasi-totalité des États membres des Nations Unies, de l'Afghanistan au Zimbabwe. Ça montre bien que c'est la base commune, le socle sur lequel repose l'ensemble des relations diplomatiques aujourd'hui. C'est le langage commun de la diplomatie. C'est exactement ça, reconnu et appliqué partout, même s'il y a parfois des tensions ou des interprétations différentes sur des points précis. Bon, on a posé le cadre, c'est clair, c'est logique, ça vise à organiser les relations internationales, mais voilà, les sources qu'on a sous les yeux nous proposent une toute autre lecture, presque un miroir déformant. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors plongeons dans cet autre univers, celui qui est décrit dans les documents sur David Icke. Comment il est présenté, lui, dans ces textes? Alors, il est présenté comme un auteur, un conférencier britannique, quelqu'un qui remet en cause ce qu'il appelle les récits officiels ou dominants. Ok. Il se concentre, d'après ses sources, sur la recherche de vérités cachées, sur l'influence de ce qu'il nomme le culte ou la cabale, un groupe secret qui manipulerait l'humanité. Et sa théorie la plus connue, c'est celle des reptiliens. Et qu'est-ce que c'est exactement, d'après ce que disent nos sources? Alors, l'idée centrale qui est rapportée, c'est qu'il existerait une race d'extraterrestres d'origine reptilienne. Reptiliennes, comme des lézards. C'est ça, ou des serpents. Et ces êtres seraient capables de prendre une apparence humaine. On parle de métamorphes, de shapeshifters en anglais. D'accord. Et toujours selon cette théorie, telle qu'elle est exposée, ces reptiliens contrôleraient secrètement la planète. Comment? En occupant les postes clés du pouvoir. Lesquels, par exemple? Les sources citent des chefs d'État, des membres de familles royales, des personnalités influentes dans la finance, les médias. D'accord, donc une infiltration au plus haut niveau.
Je rappelle encore une fois, pour être bien clair, qu'on expose ici le contenu de ces sources sans porter de jugement. L'objectif est de comprendre comment cette vision alternative se construit. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette théorie, telle qu'elle est décrite dans des documents comme Diplomatic Bags and the Reptilian Conspiracy, la connexion reptilienne, ou Société secrète, les reptiliens. Oui, Comment elle va s'emparer des outils diplomatiques qu'on vient de décrire, les immunités, la valise, pour les intégrer complètement à son propre récit, à sa propre logique. ah oui, comment ça? Les immunités diplomatiques, par exemple? On a vu qu'elles étaient là pour la fonction. Exactement. Mais dans cette lecture alternative, elles changent complètement de nature. Elles ne sont plus vues comme un outil fonctionnel nécessaire aux relations internationales, Mais comme quoi alors? mais comme un instrument d'impunité. Un moyen pour ces supposés reptiliens infiltrés aux commandes de pouvoir agir en toute liberté, d'échapper à la justice ordinaire des humains et de poursuivre leur agenda de domination sans être inquiétés. La protection devient une sorte de permis d'agir dans l'ombre. Une sorte de bouclier pour leurs activités secrètes? C'est l'interprétation qui en est faite dans ces sources, oui. Et la valise diplomatique, avec son inviolabilité absolue, son interdiction d'ouverture, j'imagine qu'elle a une place de choix dans ce récit. Oh, que oui. Elle est même centrale dans certains des textes fournis. Son inviolabilité, garantie par la Convention de Vienne, n'est plus du tout vue comme une protection nécessaire pour la communication confidentielle entre États souverains. Non, elle est vue comment? Elle est vue comme une faille béante, une sorte de trou noir juridique, une zone de non-droit mobile qui serait exploitée à fond. Exploiter pour quoi faire, selon ces théories? Alors, les sources conspirationnistes qu'on a évoquent plusieurs choses. Elles suggèrent que la valise serait utilisée pour transporter discrètement des éléments absolument interdits ou sensibles, cruciaux pour leur plan. Comme quoi, par exemple? Les textes mentionnent, de façon assez vague d'ailleurs, de la matière biologique ou génétique. Peut-être liée à leur nature reptilienne ou à leurs expériences, ce n'est pas précisé. D'accord. Matière biologique ou génétique? Ou alors, plus simplement, pour faire circuler des informations secrètes, des ordres, coordonner leurs actions à l'échelle mondiale, le tout à l'abri de toute inspection, de tout contrôle. L'inviolabilité absolue devient la clé de voûte de leur logistique clandestine. C'est une réinterprétation radicale de l'outil. Complètement. Et cette théorie, toujours d'après nos sources, va plus loin en reliant ça à des lignées spécifiques. Ah oui, vous parliez des familles influentes. Oui, les documents sur X citent explicitement des noms comme la famille Bush, la famille royale britannique, les Rothschild, les Rockefeller. Des noms qui reviennent souvent dans les théories du complot, d'ailleurs. Effectivement. Et l'idée ici, c'est que ces familles ne seraient pas juste puissantes, mais qu'elles seraient des lignées hybrides, issues d'une hybridation ancienne entre des humains et ces entités reptiliennes. Une hybridation? Oui, parfois les sources font un lien avec les anciens mythes sumériens, les Anunnaki, qui seraient ces dieux extraterrestres reptiliens, et le concept historique du droit divin des rois. Qui justifiait le pouvoir des monarques. Et réinterprété ici, ce ne serait plus juste une doctrine politique pour légitimer le pouvoir, mais une sorte de preuve cachée, un souvenir déformé de cette origine non humaine, de cette hybridation qui leur donnerait un droit naturel, presque génétique, à dominer l'humanité. C'est une lecture assez particulière de l'histoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les sources sur Hic entrent encore plus dans les détails, non? Elles parlent de choses assez étranges. Oui, il y a plusieurs autres éléments qui reviennent. Le shape-shifting, par exemple, cette capacité qu'auraient les reptiliens à changer de forme, à passer de leur apparence reptilienne à une apparence humaine. Et il y aurait des preuves de ça? Les sources mentionnent des témoignages rapportés, par exemple concernant George W. Bush, dont l'apparence aurait momentanément vacillé selon certains observateurs cités. D'accord. Et il y a aussi des allégations beaucoup plus sombres. Oui, des allégations très graves, sur un prétendu besoin de sang humain ou d'énergie humaine pour ces entités. Besoin de sang? C'est ce que rapportent les sources, et elles relient ça à des pratiques de sacrifices rituels, à des réseaux pédocriminels. Certaines sources mentionnent même une prétendue préférence pour le sang d'enfants, notamment blond, aux yeux bleus ou roux. Des détails très crus et très perturbants. Et comment s'exercerait leur contrôle sur le monde, au-delà de l'infiltration des postes de pouvoir? Selon ces théories, le contrôle passerait par plusieurs canaux. D'abord, un réseau très dense de sociétés secrètes, les Illuminati, les francs-maçons sont souvent cités, qui serviraient de structure de commandement. Ensuite, par la manipulation des médias de masse, pour formater l'opinion publique. Par le contrôle du système éducatif,
pour endoctriner dès le plus jeune âge. Le conditionnement social, en quelque sorte. Oui. Et même par des techniques de contrôle mental plus directes basées sur le traumatisme. Les sources font des liens avec des programmes réels ou supposés comme MKUltra de la CIA ou les expériences attribuées au docteur Mengele dans les camps nazis. C'est une vision du monde où tout est interconnecté dans un plan malveillant. Exactement. Et tout ça convergerait vers un but ultime, l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Un gouvernement mondial unique, totalitaire, ouvertement dirigé par ces élites reptiliennes ou ses serviteurs humains. Il faut aussi mentionner, pour être complet sur ce que disent les sources, qu'elles indiquent que David Icke a fait l'objet de controverses. Oui, les documents précisent qu'il a été banni de plusieurs grandes plateformes en ligne comme YouTube ou Facebook et qu'il a été accusé à plusieurs reprises d'antisémitisme, notamment parce que certains noms qu'il cite, comme les Rothschild, sont souvent utilisés dans la rhétorique antisémite. Et que disent les sources sur sa défense face à ces accusations? Elles indiquent qu'il réfute ces accusations, affirmant qu'il critique des lignées et des organisations spécifiques et non un groupe religieux ou ethnique dans son ensemble. C'est un point important du débat autour de ces théories. Oui. Bon, c'est un tableau assez chargé, comme on disait. Est-ce que toutes les sources qui parlent de ces théories les présentent de la même façon, ou est-ce qu'il y a des nuances? Non, il y a des nuances et c'est intéressant de le noter. Même parmi les documents qui relaient ou analysent ces idées, on ne trouve pas un bloc monolithique. Par exemple? Par exemple, une des sources, l'article de Profession Gendarme, rapporte que certains commentateurs ou lecteurs interprètent le terme reptilien de manière plus symbolique, plus métaphorique, C'est-à-dire? comme une image pour désigner un pouvoir froid, calculateur, sans empathie, inhumain au sens figuré. Une métaphore qui s'appuierait sur le symbolisme négatif souvent associé au serpent dans notre culture. Donc pas forcément des lézards extraterrestres littéraux pour tout le monde. Voilà. Alors que d'autres, et David Icke lui-même, semble-t-il, d'après ses textes, le prendraient au sens tout à fait littéral. Des êtres physiques, non humains, capables de changer de forme. D'accord. Il y a débat sur le degré de littéralité. Oui. Et une autre source, l'article de 450.fm, essaie de remonter un peu aux origines de la théorie. Elle mentionne des auteurs plus anciens, comme Brad Steiger ou Era Boulet, qui auraient développé des idées similaires avant Icke. Et cet article souligne aussi comment cette théorie a pu se nourrir, consciemment ou non, d'éléments venus de la science-fiction populaire. Ah oui, ouais. Oui, il cite la série télévisée V des années 80, avec ses visiteurs extraterrestres reptiliens déguisés en humains. Ah oui, je m'en souviens. Avec les peaux qu'ils enlevaient. C'est ça? Ou le film et la série Stargate, avec les Ghouls, des parasites reptiliens qui prennent le contrôle de corps humains. Des fictions qui ont pu marquer l'imaginaire collectif et rendre l'idée d'extraterrestres infiltrés peut-être plus plausible pour certains. Intéressant ce lien avec la pop culture. Oui, ça montre comment les idées circulent et se mélangent parfois. Bon, on se retrouve donc face à deux mondes complètement parallèles. Deux interprétations qui partent des mêmes faits, des mêmes règles diplomatiques, mais qui arrivent à des conclusions radicalement opposées. C'est exactement ça. D'un côté, on a un système juridique international complexe, mais rationnel, qui vise l'ordre, la communication, la coopération pacifique entre les États. C'est la Convention de Vienne, telle qu'elle est comprise majoritairement. Le droit international public dans sa fonction régulatrice. Et de l'autre côté, on a un récit alternatif, une cosmologie conspirationniste, qui voit dans ces mêmes règles, dans ces mêmes outils comme l'immunité ou la valise, la preuve et l'instrument d'un contrôle secret, occulte et malveillant sur l'humanité. Deux lectures du monde qui semblent totalement irréconciliables. Comment on peut essayer de comprendre un fossé pareil? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en arrive à des interprétations aussi antagonistes? C'est la grande question. Si on revient au but officiel, et je souligne officiel et quasi universellement accepté, des immunités et de l'inviolabilité. Oui, le but fonctionnel. C'est ça, c'est permettre aux États de maintenir des relations diplomatiques stables et continues, même quand il y a des tensions, des crises. C'est garantir que leurs représentants peuvent travailler sans craindre des pressions, des arrestations arbitraires, des mesures de rétorsion de la part du pays hôte. C'est ce fondement fonctionnel qui est au cœur de la Convention de Vienne. D'accord, protéger la relation entre États. Exactement. La vision conspirationniste, elle, renverse complètement cette logique. Elle ne voit plus la protection comme étant au service des relations entre États, mais comme une protection pour une élite au-dessus des États. Une élite transnationale et secrète. C'est ça. Et dans cette vision, les protections diplomatiques ne sont plus des outils fonctionnels, mais soit des failles créées intentionnellement par cette élite pour se protéger elle-même,
soit des outils existants qui sont détournés de leur but initial pour servir cet agenda caché. L'intentionnalité est complètement réinterprétée. Et qu'en est-il des pouvoirs réels des autorités nationales? Les douanes, la police? Elles sont complètement impuissantes face à ces immunités? Non, pas complètement impuissantes dans l'absolu, mais leurs pouvoirs sont clairement limités par les immunités diplomatiques. Prenons les douanes. Les extraits du Code des douanes français qu'on a montrent qu'elles ont des pouvoirs d'enquête et de contrôle importants. Droit de visite des marchandises, des moyens de transport, des personnes. Oui. Elles peuvent même, dans des cadres très stricts, avec autorisation judiciaire, utiliser des techniques d'enquête spéciales comme l'infiltration ou l'acquisition de produits illicites en ligne sous fausse identité. D'accord, donc elles ont des moyens. Elles ont des moyens, mais ces moyens se heurtent de plein fouet aux immunités diplomatiques quand elles sont en jeu. L'inviolabilité de la personne du diplomate, l'inviolabilité des locaux de la mission, et surtout l'inviolabilité de la valise diplomatique, celle régie par la Convention de Vienne de 1961. Là, la règle est claire, ni ouverte, ni retenue. Point. Mais il y avait une nuance, non, pour la valise consulaire? Oui, c'est une nuance intéressante signalée par la source Kern.info. Il existe une autre convention, celle de Vienne de 1963, sur les relations consulaires, pas diplomatiques. Et cette convention-là, pour la valise consulaire, prévoit une exception. Laquelle? Elle dit que si les autorités du pays hôte ont des raisons sérieuses de croire que la balise consulaire contient autre chose que la correspondance, les documents et les objets à usage officiel, elles peuvent demander qu'elle soit ouverte en présence d'un représentant de l'État qui l'envoie. Ah. Et si l'État refuse? Si l'État qui envoie refuse d'ouvrir la balise, alors l'État hôte peut la renvoyer à l'expéditeur. D'accord, donc il y a une petite soupape de sécurité pour la valise consulaire. Oui, mais, et c'est le point crucial, cette exception ne s'applique pas à la valise diplomatique régie par la Convention de 1971. Pour elle, l'inviolabilité reste absolue. Ni ouverture, ni renvoi. Ce qui, on peut l'imaginer, alimente les fantasmes et les spéculations. Exactement. Ce statut d'intouchabilité absolue peut facilement être perçu comme une potentielle zone d'ombre, un vecteur possible pour des activités illicites, même si ce n'est absolument pas son but initial. Donc au final, ce que nous montrent ces documents, c'est vraiment l'existence de deux cadres d'interprétation qui coexistent, mais qui sont radicalement incompatibles. Oui, deux systèmes de croyances presque. L'un est ancré dans le droit international public, fruit d'une longue histoire diplomatique, cherchant à organiser des relations pacifiques et prévisibles entre États. La recherche d'un ordre international basé sur des règles communes. Et l'autre appartient à une vision du monde conspirationniste, beaucoup plus récente et marginale, mais qui utilise ce même cadre juridique, ces mêmes règles, pour les intégrer comme preuve ou instrument au service d'une narration de contrôle secret et de domination cachée. Deux manières de lire le même texte, avec des grilles de lecture totalement différentes. Voilà qui nous amène au terme de notre analyse de ces sources, pour le moins contrastées. C'est assez vertigineux quand même. On est parti des articles très précis de la Convention de Vienne, des textes qui structurent les échanges internationaux, qui protègent les diplomates pour qu'ils puissent faire leur travail, Le monde rationnel du droit international, pour arriver ensuite à explorer ces récits alternatifs, issus des sources sur David Icke et ses théories, qui prennent ces mêmes règles, ces mêmes protections, et les réinterprètent complètement. Elles deviennent les fils d'une immense toile de contrôle tissée par des entités non humaines. Un grand écart intellectuel assez sidérant. c'est vrai que la confrontation est saisissante. Et peut-être que ça laisse une dernière piste de réflexion. Oui, On a beaucoup insisté, parce que la Convention le fait, sur le caractère strictement fonctionnel des privilèges et immunités. Ils sont là pour la mission, pour la fonction, pas pour l'individu à titre personnel. oui, c'est le principe de base. Mais est-ce que, dans la réalité vécue, dans la perception qu'on peut en avoir de l'extérieur, la frontière entre la protection de la fonction et l'immunité quasi totale dont bénéficie l'individu qui l'incarne est toujours aussi nette, aussi claire? Bonne question. Est-ce que, indépendamment des limites juridiques précises qu'on a évoquées, la perception publique d'une immunité qui peut paraître parfois absolue, on pense à l'immunité pénale totale, à l'inviolabilité de la valise qui fascine tant, est-ce que cette perception ne pourrait pas, chez certaines personnes, créer un terreau fertile Un terreau, pourquoi? pour la méfiance, pour le soupçon, voire pour l'émergence ou l'acceptation d'interprétations alternatives, radicales, comme celles qu'on trouve dans une partie des sources qu'on a examinées aujourd'hui? Ce n'est pas pour valider ces théories, bien sûr, mais c'est une interrogation sur la manière dont le pouvoir, même quand il est encadré par le droit, est perçu. Et comment cette perception peut parfois dériver loin de l'intention initiale de la règle.